Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 17 octobre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, on va parler ce matin de cette agression armée et invasion du domicile. On voit que ça se passe dans la grande région de Montréal, mais j'aurais jamais cru qu'un jour, on devrait parler d'une invasion de domicile à Saint-Fabien-de-Panay dans la MRC de Montmagny. Oui, Michel, c'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi, vers minuit et demi environ. 3 individus cagoulés qui sont entrés par l'invasion de domicile en réalité. Là, puis tu comprends, Michel, qu'il y a eu une altercation avec un jeune homme de 18 ans qui était sur place. Ce dernier est obligé d'être transporté à l'hôpital pour y soigner des blessures. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Il y a au moins 2 des individus qui ont été retracés par la suite. Là. Ils ont été emmenés au poste de police pour être interrogés. Et c'est des gens qui étaient connus du milieu policiers, ou plutôt des milieux policiers. Michel, j'en sais pas plus pour l'instant. Il va sûrement y avoir une suite. Et semblerait-il, selon les commentaires que j'ai reçus sur Facebook, l'histoire n'est pas tout à fait comme on l'a raconté. Nous autres, bien entendu, on raconte la version de la Sûreté du Québec. Semblerait-il que ça pourrait être d'autres choses, mais là, on n'en sait pas plus pour l'instant. OK. Mais on va suivre le dossier? Absolument, Michel. OK. Environnement, Québec songe à une taxe que Legault qualifiait de ridicule. Oui, et la taxe orange de Gabriel Nadeau-Dubois. Exactement, je veux dire. C'était une des bonnes lignes, d'ailleurs, dans les débats de François Legault, là, dans la dernière campagne électorale, parce que ça avait été ardu pour François Legault, on va s'en souvenir, malgré qu'il y a eu un résultat très, très, très appréciable. Je veux dire, 90 députés, ce n'est pas rien. Mais quand même, Michel, lorsqu'on ridiculise quelque chose, c'était une proposition, d'ailleurs, de Québec solidaire, et finalement, on se rend compte que Transport Québec envisage de mettre en application une taxe similaire. Et écoute, il faut comprendre une chose, c'est que peut-être dans 10, 15, 20 ans, on va juste avoir des voitures électriques. Il va y avoir un manque à gagner du côté du gouvernement du Québec. Donc, il va falloir qu'on commence à réfléchir à ça. Mais en même temps, c'est parce que les gens, c'est rien pour décourager le cynisme, tu comprends? On a un François Legault qui ridiculise ça lors de la dernière campagne électorale pour ensuite apprendre que Québec envisage fortement d'y aller avec cette option-là. Michel, c'est quand même assez spécial, sincèrement. José, Québec, il y a des gens qui ont retrouvé leurs pneus crevés. Des VUS, là, des véhicules utilitaires sport qui sont plus énergivores que les petites voitures. Là. Écoute, on est rendu là. C'est une mode en Europe également. C'est pas juste ici. Ça se fait beaucoup en France, en Europe. Tu sais, les adeptes de la religion verte qui pensent que la planète va exploser dans 10 ans, il faut quand même faire attention. On se rappellera, dans les années 2000, début des années 2000, Al Gore, l'ex-vice-président américain, sous Bill Clinton, qui disait, parce qu'il a fait des livres, il parlait beaucoup du réchauffement climatique. Et semblerait-il qu'on était sur le bord de l'hécatombe alors que ça fait 20 ans, on n'a pas encore vu l'hécatombe, Michel. Il faut juste faire attention aussi, ne pas commencer à agir avec violence, parce que je pense pas qu'on va résoudre bien des problèmes avec ça. Au pire, on va radicaliser les gens, et c'est là qu'il va y avoir des conflits. Il y a toujours des gens qui sont plus... sont plus convaincus que d'autres, là, qui veulent agir et sensibiliser la population. Mais je pense pas que ce soit le moyen, parce que les gens sont plus choqués que sensibilisés. Là. Absolument, Michel, mais si on se fie à la dernière fin de semaine qu'on a eu, je veux dire, les réchauffements climatiques, je l'ai pas trop senti en fin de semaine. J'étais juste correct, là, remarque. Écoute, j'ai un véhicule utilitaire sport et parce que j'en ai besoin, là, moi, j'ai une résidence d'été, mais l'hiver, c'est 1,6 km et je te dirais que ça prend un véhicule utilitaire sport pour se rendre là. Donc, il y a toutes sortes de raisons, mais ce sont quand même, José, des véhicules qui sont très économiques, là. Quand même. Les technologies ont changé fortement et même tu as des options comme sur ma voiture, j'ai une option, c'est pas un VUS, ça, c'est un véhicule traditionnel, là, une voiture, mais j'ai l'option, Michel, économique, là, puis je suis toujours sur l'économique d'ailleurs, je pense que je fais 7,5 litres au 100 km, c'est quand même bien.
Je veux dire, c'est pas si pire que ça, mais en même temps, ben, il faut juste prendre une bonne respiration, puis peut-être se rendre compte qu'il y a d'autres moyens d'arriver à nos fins que la violence, puis commencer à crever des pneus de VUS. Je veux dire, c'est complètement futile et inutile et contre-productif quant à moi. Là. OK. Mais tu dis 7,5 litres au 100? Oui. Et moi, c'est à peu près 9,1. Alors, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est sûr que ça demande plus, mais ces véhicules-là, maintenant, sont tellement... ils sont fabriqués, justement, pour économiser de l'énergie. Je ne crois pas que ce soit le bon moyen pour arriver à leur fin. Et ça choque plus les gens qu'autre chose. Et je ne suis pas sûr que ce soit le moyen pour arriver à pouvoir un jour... Il ne faut pas oublier, Michel... Parce qu'il faut le dire... Des VUS, là, des véhicules utilitaires sport, il y en a. Écoute, c'est une mode. Oui, mais c'est une mode, mais en même temps, là, moi, si c'est à refaire, je m'achèterais possiblement un VUS. Pourquoi? Pour les hivers québécois, c'est pas toujours facile. Et voilà. Écoute, l'année passée, au mois de février-mars, je suis resté pris dans ma cour, avec ma voiture, dans la cour, là, puis il n'y avait pas grand neige pourtant. Là. Il y avait de la glace. Si j'avais eu un véhicule utilitaire sport et qui est 4x4, ben, je me serais sorti de là possiblement plus facilement. Là. Bien sûr. Des fonctionnaires congédiés pour avoir fraudé la PCU, des employés de Service Canada ont reçu l'aide d'urgence sans y avoir droit. Oui, Michel, c'était inévitable. On sait qu'il y a eu de la fraude reliée à la PCU. Le problème, je pense, avec la PCU, c'est que ça a duré beaucoup trop longtemps. Rappelle-toi, au début, on était supposé être en confinement 2 semaines, 1 mois, gros maximum. Et finalement, ça s'est étiré. On s'est entêté fortement avec ça, Michel. Là, je veux dire, la dette du Canada, elle a doublé depuis l'arrivée de Justin Trudeau en 2015. Bon, tu vas me dire qu'il y a eu la pandémie, peut-être, mais je pense que ce serait peut-être le temps qu'on commence à penser aux finances publiques, parce que c'est rendu comme si c'était secondaire, surtout avec le gouvernement de Justin Trudeau. Puis quand même au provincial, on sait qu'on s'endette de plus en plus. On va être dans les déficits encore pour quelques années, alors que la dette était déjà quand même relativement haute, Michel. Je pense que tous les Québécois et Canadiens, dans ce cas-ci, devraient y penser 2 fois avant de commencer à frauder le gouvernement, parce que lorsque tu fraudes le gouvernement, c'est toi-même que tu fraudes, c'est les contribuables. Puis le Canada, ben c'est la collectivité ensemble, quand même, là, je veux dire. Mais je suis pas surpris en même temps, Michel. On s'y attendait, là. Mais il faut quand même mentionner qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de fraude qu'il y en a eu. Il faut regarder le côté positif de la chose. Là. C'est parce qu'on ne sait pas tout aussi. On s'imaginait qu'il pouvait y avoir. Le système était quand même bien établi, bien Michel, encadré. je pense qu'on ne sait pas tout encore. Il va falloir qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Puis il y a bien des façons de comprendre ce qui s'est passé. Pour ça, on a un processus au Parlement canadien comme québécois. Là, ça prend son origine dans le parlementarisme britannique. Là, c'est des commissions d'enquête. Il va falloir qu'il y ait des commissions d'enquête puis qu'on fasse la lumière sur tout ça, parce qu'il y a des choses qui ont eu lieu qui n'auraient pas dû avoir lieu, notamment là, des atteintes à la vie privée des gens, la Charte des droits et libertés qui n'a pas été respectée. Je pourrais en parler longtemps. D'ailleurs, je vais faire le lien avec le prochain sujet, qui est Pfizer. Tu sais que... ça fait plusieurs fois qu'on doit en parler. On voulait en parler, mais finalement, on n'avait pas le temps. Mais au Parlement européen, la semaine dernière, on était supposé avoir le PDG de Pfizer qui vient de s'expliquer. Finalement, il a envoyé possiblement une vice-présidente ou une assistante, peu importe, une porte-parole possiblement de Pfizer. Et ce que la madame de Pfizer a dit, c'est qu'il n'y avait pas d'études au préalable sur la transmission du virus après le vaccin. Ça veut dire que le vaccin n'avait pas fait ses preuves pour la transmission du virus. Et tu comprends qu'ici au Québec comme au Canada, on a limité les droits et libertés des personnes, des gens non vaccinés, supposément pour protéger la population, alors qu'on se rend compte qu'il n'y avait aucune étude qui indiquait que le vaccin empêchait la transmission. Tu comprends que c'est quand même un gros scandale. Il va falloir qu'on fasse un peu de ménage là-dedans, parce que là, on a viré de bord, on a chambardé la collectivité au complet, tout ça avec des fausses prémices. Ça va pas très bien. Écoute, je pense qu'on va en parler encore dans les 10 prochaines années. Ouais. Ce sera toujours le sujet de conversation. Puis là, ce qu'on remarque, c'est que les cas ont commencé à augmenter à nouveau. Je voyais un reportage sur Radio-Canada vendredi soir. Thetford Mines, l'hôpital de Thetford Mines est à 224 % d'occupation. C'est mais Michel, incroyable. Ça arrive toujours à toutes les années, ça. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste la COVID, mais ce qu'on mentionnait, et c'est important d'en jaser, José, c'est qu'il y a les cliniques médicales sur appel, là, je cherche le bon terme, là,
les cliniques médicales qu'on a ici à Montmagny, là, tout juste au-dessus de chez Uniprix, on demande avant d'aller prendre un rendez-vous dans les cliniques médicales, d'aller voir son médecin de famille, de consulter son médecin de famille dans les cliniques médicales avant de se rendre à l'hôpital. Mais ce qu'on dit, c'est que aussitôt qu'on a un petit bobo, ben on s'en va à l'hôpital au lieu d'aller à la clinique médicale. C'est ce qui fait et qui cause l'engorgement de nos hôpitaux. Ouais, pas juste ça, Michel. Tu peux aller voir sur Internet tes symptômes. Ça peut te donner une bonne idée, même si c'est tes recherches que tu fais par toi-même. Ensuite de ça, tu peux appeler. Il y a des lignes spécialisées pour ça. Je me souviens pas des numéros de téléphone au Québec là, pour appeler, pour parler à une infirmière, pour voir si c'était un problème. Pas le 811? Je pense que oui, si tu devrais aller à l'hôpital ou rester chez vous, mais non, peut-être juste aller à la pharmacie de chercher un médicament quelconque. Je veux dire, les gens sont vite sur la gâchette et avec la peur qu'on a instaurée avec la COVID-19, à la minute que tu as un symptôme, tu penses que c'est la fin des temps, alors que la grippe est là depuis des éons. Je pense juste que faut faire attention pour pas aller inutilement à l'urgence. Moi, c'est une place que j'aime pas aller en passant. C'est bien l'urgence. J'ai d'autres chats à fouetter qu'à l'attendre 8 heures pour me faire dire que je devrais prendre des Tylenol. Jeudi, je suis allé... parce que toutes les télévisions qui sont dans l'hôpital diffusent la programmation de CMA TV. Et je suis allé jeudi passé là, pour voir si tout était correct. Et la salle d'urgence était pleine à craquer. Alors, il faut demander aux gens... ça se passe quand même très bien dans notre hôpital. Il faudrait peut-être vérifier, José, à savoir comment est le pourcentage d'occupation. C'est facile à vérifier. Parce que, on comparait avec Chaudière-Appalaches la semaine passée, mais on n'a pas parlé de Montmagny. Mais on était à plus de 200 % d'occupation pour Thetford Mines. C'est un hôpital qui se compare à celui de Montmagny. Donc, il faut éviter le plus possible de se rendre à l'hôpital. Allez voir votre médecin. Allez à la clinique médicale d'abord. Et après quoi, ben là, si on vous recommande d'aller passer des examens à l'hôpital, votre médecin de famille sera le plus compétent pour vous recommander la meilleure façon de faire. Michel, en passant, si vous vous sentez vraiment mal, allez-y à l'hôpital. L'hôpital est là pour ça. Ben oui. C'est juste peut-être de réfléchir un peu, de s'informer avant d'y aller. Mais écoute, là, si je pense que tu perds connaissance à toutes les 2 secondes, vas-y à l'hôpital, mon ami. José, dernier point cette semaine, c'est l'assermentation. Mathieu Rivet me disait, notre nouveau député élu, qu'il était assermenté demain. Est-ce que ce sont les reprises des travaux de l'Assemblée nationale demain? Je ne pense pas. On parle juste d'assermentation, mais d'après moi, ça va commencer... je dis ça même, mais en passant, je ne suis pas certain. Je pense que ça va même commencer au mois de novembre. De ce que j'ai vu, là, ça va prendre quand même un certain temps. Écoute, ça a l'air qu'il n'y a pas de presse. Là. Je veux dire, tout va bien. Non, mais je sais que Mathieu Rivet doit être assermenté demain. On va avoir le nouveau Conseil des ministres pour jeudi. Probablement que M. Legault a quelques cheveux blancs de plus, là, parce que ça ne doit pas être simple de composer un Conseil des ministres avec toutes les personnalités qu'il y a autour de lui. Je parle de Drainville, de Martine Biron et d'autres. Mais on parle dans le Journal de Québec ce matin... de personnalités publiques opposées à la monarchie qui invitent citoyens et élus à se soustraire à l'autorité du roi Charles III en prêtant plutôt serment à la nation québécoise. Ça change quoi? Ben, ça change tout, Michel. Je veux dire, c'est symbolique. Je comprends ce que tu veux dire. Dans la vie du commun des mortels, là, ça change rien. Mais pour le reste, là, je veux dire, la vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo. La vie, c'est d'autres choses. On est une collectivité, on est une nation et on porte allégeance, on prête plutôt allégeance, je parle des députés élus, au roi Charles III. Le roi Charles III, c'est un Britannique. On parle français. Je veux dire, il y a des... Ouais, mais José, pourquoi qu'on prêtait serment à la reine? Là, parce que la reine est décédée, on ne veut plus prêter serment à Charles III. Parce que c'est ça qui change. Là, mais c'est le même. Mais Michel, le décès de la reine avec des nouveaux élus. Là. La reine était respectée partout sur la planète. Ce n'est pas le cas de Charles III. Et il y a une mouvance dans tous les pays du Commonwealth pour se libérer de la monarchie. Parce que, écoute, ça coûte extrêmement cher. Là, juste au Canada, c'est 67 millions par année. C'est pas rien, je pense, 67 millions. Remarque, avec Trudeau, il n'y en a pas de problème, là. Mais je pense qu'on pourrait investir ça ailleurs qu'avoir des symboles, surtout pour les Québécois, qui représentent notre pression depuis des éons. Mais là, est-ce qu'on peut changer ça en si peu de temps? S'il y a une pression populaire, parce que, comme je t'ai dit, Michel, il y a une mouvance à la grandeur du Commonwealth pour se libérer de la monarchie. Puis en plus, il y a un changement de monarque. On a un monarque qui est beaucoup moins apprécié que la précédente, qui était
Madame, la reine Élisabeth II, là, comme je l'ai dit souvent, la reine Élisabeth II elle faisait partie des meubles déjà pendant le Second Conflit mondial. Elle a joué un rôle important, symbolique, et ensuite de ça. Elle parlait également français. Là. Peut-être pour les gens ici, c'était comme un baume, je ne peux pas te dire, là, mais comme je te l'ai dit, Michel, il y a une mouvance. Charles ne parle pas français? Je pense pas, non. OK. OK. Merci, José. Oui. On se retrouve demain. Demain, justement, nous aurons la chronique L'éducation au cœur de notre région avec Jean-Marc Jean. C'est cette nouvelle chronique présentée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Donc, Jean-Marc Jean, demain avec nous. Et on aura une entrevue avec Jocelyne Cazin, demain, qui vient nous présenter son roman. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.